Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 216, une interview où nous allons découvrir les réflexes archaïques. Et nous allons les découvrir avec Valentine Brugère. Bonjour Valentine. Bonjour Raphaël. Ravie de t'accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur. Valentine, tu es maman de 3 enfants, tu as commencé ta carrière dans le conseil en intelligence stratégique et finalement, tu t'es tournée vers l'accompagnement des familles. Tu donc accompagnes les familles tout au long du développement de leurs enfants pour les aider à identifier les sources de certains comportements, on va largement en parler, et tu élabores avec les familles des solutions sur mesure. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et ces accompagnements peuvent être individuels, parents, couples ou famille. Ils peuvent être collectifs, ateliers, conférences, formations. Et ça peut être à ton cabinet qui est à Asnières-sur-Seine ou alors en visio. Et puis enfin, et ça je trouve ça aussi très intéressant, la vie familiale interfère au niveau du travail, évidemment. Et du coup, tu animes aussi des ateliers, des conférences en entreprise pour rendre les collaborateurs plus sereins au travail. Alors, pour te retrouver, tu as un compte Instagram, valentine.brugère.parentalité. Donc, quand nous publierons notre épisode, on le cross-postera avec ton compte Instagram, Valentine. Et également, tu as un site valentinebrugère.fr. Donc, c'est bien facile de te trouver. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Revenons au réflexe archaïque. Valentine, la première question que moi j'ai envie de te poser, mais qu'est-ce que c'est qu'un réflexe archaïque? Je suis la première à être intriguée parce que moi, sortie du nourrisson qui attrape le doigt et puis qui a le réflexe de succion, je ne connais pas grand-chose d'autre. Donc, si tu pourrais nous éclairer. C'est déjà pas mal. Effectivement, tu as déjà dit beaucoup en disant ça. En fait, les réflexes archaïques, on appelle ça aussi les réflexes primitifs, ils se développent in utero et ils s'intègrent soit in utero, soit dans les premières années de vie de l'enfant. Et normalement, à partir de 3 ans, on n'en voit plus, les restes. Ce sont des mouvements automatiques et stéréotypés qui répondent à un stimulus. C'est un réflexe, quand on a peur, on sursaute, c'est un réflexe. Donc, ça répond à un stimulus extérieur et ils ont un rôle de protection et de survie. Donc, exactement, quand on va à la maternité, par exemple, quand on accouche, le pédiatre par exemple, va tester plusieurs réflexes pour vérifier, comme ils ont un rôle dans les connexions neuronales, ils testent certains réflexes pour vérifier que les connexions se font bien. Et s'ils voient ces réflexes, ça veut dire que tout va bien et on n'a pas besoin de tester plus en profondeur les réseaux neuronaux. Donc, par exemple, le pédiatre va mettre le bébé debout et on va assister à une marche automatique. En fait, le stimulus là qui va être en jeu, c'est fait que la plante du pied du bébé va toucher une surface, ça va automatiquement le faire marcher. Quand tu dis il agrippe la main, effectivement, quand on met son index dans la paume de main d'un bébé, il ferme automatiquement. Les parents souvent sont là, il m'attrape le doigt et tout. C'est donc un réflexe qui fait qu'il s'agrippe. C'était pour à l'époque des hommes de Cro-Magnon, comme ça, le bébé s'agrippait directement à la maman et elle pouvait partir en courant en cas de danger. Les réflexes sont toujours là, donc pour une histoire de survie à l'origine. Le réflexe de succion, effectivement, si le bébé n'a pas ce réflexe de succion, il ne peut pas se nourrir, donc il ne peut pas survivre. Il y a tous ces réflexes qui sont présents. On a plus de 70 réflexes. Donc, voilà, donc il y en a quand même pas mal. Et donc, ils sont vraiment là pour nous protéger et pour la survie de l'espèce. Et donc, ils nous aident quand on est nourrisson puis bébé. Ils aident aussi à l'accouchement, par exemple. C'est vraiment pour tout le développement moteur et sensoriel du bébé. Et donc, aux 3 ans d'un enfant, normalement, ils sont intégrés, ils disparaissent pas, ils s'intègrent dans le corps. Et donc, il y en a certains qui vont se transformer. Par exemple, il y a certains réflexes qui sont toujours actifs et qui s'activent quand on en a besoin. Typiquement, quand on tombe, on a le réflexe de mettre ses mains en avant pour protéger son visage. C'est le réflexe du parachute. Celui-là, il est toujours là. Il faut qu'il reste. Bien sûr. Quand on sursaute, quand on a peur, ce réflexe-là aussi, il est nécessaire. Ça nous permet de ne pas se faire écraser sur la route quand on traverse. Enfin, voilà, ils sont toujours là pour nous protéger. Mais dans des proportions ou dans des conditions différentes. D'accord. Tu disais qu'il y avait un réflexe au moment de l'accouchement. Qu'est-ce que c'est comme réflexe? En fait, il y en a plusieurs, mais par exemple, il y a le réflexe de Galland qui se situe dans le dos au niveau de la colonne vertébrale.
C'est un réflexe sur lesquels vont venir appuyer les contractions et qui vont faire tourner le bébé, faire comme un petit switch qui lui Ouais. permet de pivoter et donc de se diriger vers la sortie. Ouais, correctement. Toute la Ouais. chorégraphie de naissance, et c'est ce qui va l'aider à descendre dans le bas du bassin pour pouvoir ensuite accoucher. Et donc ce réflexe-là, quand il est encore actif, ça va venir gêner les enfants dès qu'ils ont quelque chose dans le dos. Donc tous ces enfants qui sont gênés par les étiquettes des vêtements, par des vêtements trop serrés, qui gigotent sur leur chaise, ils peuvent pas supporter d'avoir un dossier de chaise. Donc quand ce réflexe est encore actif, ça fait vraiment tous ces enfants, on dit mais il tient pas en place cet enfant, c'est pas possible, il est pas capable de rester assis 5 minutes. Ça vaut le coup d'aller vérifier si ce réflexe n'est pas actif chez ces enfants-là. D'accord. Et alors, du coup, prenons le cas d'un bébé qui va naître par césarienne. Du coup, effectivement, il va pas y avoir ces frottements, en fait, dans le bas du dos. Et qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces cas-là? Alors déjà, ça dépend si il y a eu des contractions avant ou pas, si c'est une césarienne d'urgence, si c'est une césarienne programmée. Il se peut du coup que ce réflexe au moment de la naissance soit pas intégré, ce qui n'empêchera pas de s'intégrer d'une autre façon dans les 3 ans qui vont suivre. Quand il y a une césarienne, il y a plus de risques que ce réflexe soit pas intégré, mais c'est pas parce qu'il y a eu une césarienne que ce réflexe n'est pas intégré. Donc c'est des choses, avant les rendez-vous, je pose pas mal de questions sur la grossesse, sur l'accouchement, sur les premières années de vie pour avoir des éléments en tête qui me permettent de comprendre un peu certaines causes de certains comportements. Mais c'est pas parce que quelqu'un me dit, «J'ai eu une césarienne» que forcément ce réflexe-là ne sera pas intégré. En tout cas, ça va me permettre d'avoir quand même Tu un. vas lever, ça lève un drapeau, quoi, quelque part. Exactement, exactement. Je sais que je vais quand même aller vérifier au cas où, mais les réflexes ne s'intègrent pas pour des milliards de raisons. Ça peut être, à cause du stress pendant la grossesse, une maman qui va être alitée, qui ne bouge pas. Les réflexes, ils s'intègrent par le mouvement. C'est vraiment, c'est vraiment on apprend par le mouvement, hein, c'est aussi quand on voit les enfants apprennent par le jeu, on grandit par le mouvement, on apprend à marcher par le mouvement, les réflexes s'intègrent vraiment par le mouvement. Donc une maman qui est alitée, malheureusement, il y a des chances que certains réflexes soient pas intégrés puisque le bébé n'aura pas pu bénéficier de tous les mouvements in utero qui lui permettent de mettre en place tous ces réflexes. Donc du stress, un alitement, donc une césarienne d'urgence, s'il y a des ustensiles, des choses qui ont été utilisées pour l'accouchement, pour aider l'accouchement, bah, comme on va faire venir quelque chose d'autre, c'est pas le corps naturellement qui va venir intégrer ces réflexes-là. Donc quand il y a des ventouses, ça peut, des forceps, etc., ça peut aussi venir empêcher certains développements de réflexes. Si un bébé naît avec le cordon autour du cou aussi, il va avoir son réflexe tonique asymétrique du cou qui peut ne pas s'être bien intégré parce qu'il n'aura pas pu, dans sa chorégraphie de naissance, tourner la tête pour naître comme il fallait. Donc ça va faire le réflexe c'est celui qui fait la latéralité, qu'on va connaître sa gauche et sa droite par exemple. Et ensuite, tout ce qui va être dans les premières années de vie, donc tout ce qui est un enfant qui va être assez contraint, qui n'aura pas pu bénéficier de la motricité libre, qui n'aura pas pu marcher pieds nus, développer toutes les sensations motrices sous les pieds, qui est coincé dans les coques, dans les cosies, voilà, dans les parcs, enfin, qui n'aura pas pu explorer le monde, peut avoir certains réflexes moins bien intégrés ou pas intégrés du tout. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on aura eu l'un ou l'autre que les réflexes ne seront pas intégrés. Ce sont des pistes. Ce sont des pistes, d'accord, ok. Et alors, du coup, donc tu nous disais qu'il y avait certains réflexes qui s'intègrent pas complètement ou qui se développent pas comme il faut. Ils peuvent même rester actifs, ils peuvent devenir un peu des obstacles pour l'apprentissage, pour le côté sensoriel, pour la maturité émotionnelle de l'enfant, hein. C'est ce que je comprends. Mmh. Je dirais que c'est un petit peu comme un caillou dans la chaussure. Au début, c'est pas toujours visible, pas forcément douloureux, et puis ça peut venir un peu casse-pied. Enfin oui, ça, c'est le cas de le dire. Et pour même certains handicapants. Mais alors, du coup, quels sont les drapeaux rouges pour des parents pour se rendre compte que leur enfant, ou même quand on est adulte, parce que manifestement, ça a l'air de rester à l'âge adulte. Tu parlais des étiquettes. Alors moi, je suis quelqu'un qui supporte pas les étiquettes de vêtements, donc franchement, il y a dû avoir un truc. Mais bon, bah écoute, je les coupe, hein. Finalement, on finit par trouver des stratégies et puis on s'en sort comme ça. Quels sont justement donc les drapeaux rouges que les parents ou qu'on peut avoir par rapport à des réflexes qui ne sont pas intégrés? Alors effectivement, tu le soulignes, j'ai oublié de préciser, mais effectivement, les réflexes s'intègrent tout au long de la vie. On peut intégrer ces réflexes à l'âge adulte sans aucun problème. Les gènes, on commence souvent à les voir à partir de l'entrée à l'école.
parce que c'est que ce que tu disais tout à l'heure, ça va faire des gènes dans les apprentissages, dans la concentration, dans l'attention, dans la maturité émotionnelle. Donc un enfant qui part au quart de tour, qui va pousser les autres, ou alors complètement introverti, qui a du mal à s'intégrer dans le groupe, ou des problématiques de confiance en soi. Tout ça, ça peut, voilà, on commence à les voir un peu plus à partir de l'entrée à l'école, puisque c'est au moment où on demande aux enfants d'être plus dans le moule, entre guillemets, et qu'ils sont moins La libres d'aller jouer. sociabilisation, quoi. Donc, on l'a vu, il y a les étiquettes des vêtements, donc les enfants qui se balancent sur leur chaise, qui tiennent pas en place, ceux qui s'assoient avec la jambe sous les fesses aussi, ou qui s'assoient en W. Tu sais, quand ils s'assoient par terre, ils mettent les genoux en avant, ils font une forme de W avec leurs jambes. Mais ça peut aussi être les enfants, je travaille beaucoup avec les graphothérapeutes, des enfants qui ont des difficultés d'écriture, qui ont Mhm. des fortes douleurs dans le bras, dans le poignet, qui n'arrivent pas à mettre leurs doigts comme il faut sur le stylo, ou qui mâchouillent beaucoup leur stylo. Ça, par exemple, ça va être intéressant d'aller voir les liens avec le réflexe. Donc, il y a le réflexe de succion pour quand on mâchouille son stylo. Ouais, Euh, celui qui mange tout son stylo là jusqu'au bout, là, il y a des choses, ce sont des petits drapeaux à. Bah, là, ouais, en général, quand on mâchouille les stylos, ou ceux qui mâchouillent les manches des pulls, ou les cols des tours de cou, ça peut être intéressant d'aller regarder le réflexe de succion, mais il y a aussi le réflexe de Babkin. Le réflexe de Babkin, c'est celui quand un bébé tète le sein ou le biberon. Je sais pas si tu as des souvenirs de ça avec tes propres enfants, mais quand tu donnes le sein ou le biberon, souvent il a sa main qui vient titiller un petit peu le cou, Crochet même. le haut voilà, s'accrocher aux vêtements. Et donc, en fait, le réflexe de succion, enfin, ce qu'il faisait avec la bouche, faisait activer un mouvement de la main. Et quand ce réflexe est pas totalement intégré, ça va faire des enfants, soit quand ils ont quelque chose dans la main, bah, ils vont tirer la langue ou faire des mouvements avec la bouche, avec la mâchoire. Donc, tous ceux qui tirent la langue en tirant un trait, par exemple, ou quand ils se concentrent, quand ils font quelque chose avec leurs mains, quand ils jouent au ballon, quand ils essayent d'attraper une balle, ils font oh avec la langue qui ressort. Et donc, bah, typiquement, quand ils ont un stylo dans la main, ils ont quelque chose dans la main, bah, il faut qu'ils le mettent dans la bouche. Voilà, tous ces petits réflexes, enfin, toutes ces petites observations qui peuvent venir gêner. Et en fait, en soi, on se dit, bon, bah, c'est casse-pied parce qu'il mâchouille le bouchon du stylo et il faut racheter des bouchons et c'est casse-pied. Mais en réalité, ça vient vraiment gêner aussi dans l'apprentissage parce que tout le cerveau et le corps est mobilisé sur le fait de sortir sa langue quand il fait quelque chose avec ses mains. Et donc, il peut pas se concentrer sur ce qu'il est en train de lire ou ce qu'il est en train d'écouter. Typiquement, un enfant qui va se balancer sur sa chaise, il le fait parce que ça lui permet de se concentrer, en fait, parce qu'il a cette gêne dans son corps, son réflexe qui vient le titiller, et c'est un peu la béquille qu'il a trouvée pour rester concentré. Donc, il se balance comme ça d'avant en arrière pour rester concentré. Donc, quand on lui dit arrête, laisse tes 4 pieds de chaise par terre, bah, du coup, toute son attention est mobilisée sur le fait de rester statique, pardon. Et donc, son cerveau, il ne peut pas être à 100% sur ce que son institutrice est en train de lui dire, par exemple. Donc, lui, il va pas réussir, enfin, il va être moins concentré. Donc, on va dire, bah, peut-être qu'il a des problèmes de concentration ou d'attention parce qu'en fait, tout son corps est mobilisé sur le fait de ne pas bouger. D'accord, ok. Mhm. Donc là, tu parles de tout ce qui touche autour de l'attention. Maintenant, tout Ouais. ce qui touche autour des émotions. Qu'est-ce que tu dirais? C'est lié aussi, hein, mais ça va être tout ce qui va. Il y a tellement de réflexes que ça peut être un mélange de réflexes, mais les émotions, c'est quand même souvent en lien, par exemple, avec le réflexe de Moro. Je sais pas si c'est souvent un réflexe dont les parents ont entendu parler parce que quand ils ont des bébés, c'est celui qui va faire que le bébé peut se réveiller dans son sommeil en ayant des grands mouvements de bras et de jambes. D'un coup, il écarte les bras et les jambes sur les côtés et ça vient le réveiller. Et donc parfois, les parents ils sont trop contents, le bébé vient de s'endormir, ils le posent dans le lit et 2 minutes après, il sursaute et il a ces grands mouvements de bras et de jambes. Donc ça, c'est le réflexe de Moro et c'est celui, une fois qu'il est intégré, lui, il se transforme en réflexe de Strauss ou réflexe de sursaut qui fait que quand on entend une porte claquer, on sursaute et on ne fait pas des grands mouvements comme ça normalement. Et quand ce réflexe, par exemple, est pas bien intégré, on va avoir tendance à être assez agressif quand on a une peur ou quand on a quelque chose qui nous embête. Typiquement, si on fait peur à quelqu'un qui a son réflexe mal intégré, là où il aurait juste dû sursauter et dire « Oh, tu m'as fait sursauter », bah, il va dire non mais ça va pas, tu m'as fait hyper peur, non mais pourquoi tu fais ça? Et donc il va vraiment se mettre dans une position beaucoup plus agressive. Et donc les personnes qui ont ce réflexe mal intégré peuvent
du coup, être beaucoup plus dans l'agressivité dès qu'ils se sentent un petit peu en stress. Et donc, typiquement, dans le groupe, ça peut être difficile, ou à l'école, parce il y a quand même énormément de stress, que ce soit avec les instituts, enfin, avec les professeurs ou dans le groupe social scolaire. Dans le groupe social, Donc, bien sûr. ça peut être des enfants qui sont un peu toujours sur les nerfs et qui savent pas trop comment s'intégrer dans le groupe parce qu'ils sont toujours plus dans l'agressivité. Et le pendant de ce réflexe de Moro, ça va être le réflexe de paralysie par la peur, qui lui, au contraire, va faire que les enfants vont être beaucoup plus introvertis, manquer de confiance en eux, parce que ce réflexe-là sera moins intégré. C'est juste absolument passionnant. Mais enfin, à t'entendre, on est tous concernés par des réflexes qui sont non intégrés. Alors évidemment, personne n'a tous ces réflexes parfaitement intégrés et l'idée, c'est de voir à quel moment ça nous gêne. Tant que ça gêne pas et qu'on vit bien, qu'on vit bien, il n'y a pas de raison. Enfin moi, c'est un peu toujours ce que je dis aussi aux personnes qui viennent me voir. Je fais pas un bilan pour juste vérifier le degré d'intégration des réflexes. Quand on vient me voir, il faut un objectif, il faut qu'on ait envie de travailler sur un objectif précis. Je vais pas dire, OK, on va tester tous les réflexes et puis on va tous les travailler, ça n'a aucun sens. Ouais, parce Donc, que on va 70, se c'est beaucoup. concentrer, voilà, on va se concentrer sur la problématique, ce qui est gênant alors moi, c'est principalement des enfants, donc ce qui est vraiment gênant pour cet enfant. Et c'est l'enfant lui-même qui va formuler son objectif. Donc, par exemple, un parent qui va venir me voir en me disant j'en ai ras-le-bol, il mange toutes les manches de ses pulls. Moi, je vais demander à l'enfant si lui, c'est pas ça qui le gêne. Ça m'est arrivé d'avoir un enfant qui me dit bah non, mais moi, j'ai trop envie de savoir faire la roue. Eh ben, on va se concentrer sur cet objectif de savoir faire la roue. Et en général, les objectifs sont différents, mais ça reprend les mêmes réflexes parce que c'est les mêmes gènes qu'ils ont. C'est juste que c'est pas le même objectif. Et moi, je vais me concentrer sur celui de l'enfant pour que l'enfant il soit motivé et qu'il ait envie de travailler ses réflexes. Si l'objectif des parents, c'est qu'ils réussissent à mieux travailler à l'école et que l'enfant, lui, il s'en fiche royalement, on va se concentrer sur l'objectif de l'enfant. Non, non, mais clairement, et t'as tellement raison. De toute façon, il sera motivé et du coup, c'est lui qui fera les Ouais, changements. ouais, et ça va beaucoup plus vite et c'est gagnant-gagnant. Enfin, Mais alors, du coup, enfin, ça évoque, du coup, je vais parler de moi, là, pour le coup. Par exemple, je suis pas latéralisée, ma droite et ma gauche, je les connais pas. Ensuite, tu me fais faire une chorégraphie, je suis juste une catastrophe parce que lever le bras droit et la jambe gauche en même temps, c'est juste quasi impossible. Est-ce qu'on pourrait parler, dans mon cas, de réflexes qui n'ont pas été intégrés? Ça peut valoir le coup de tester, effectivement, ça fait quand même pas mal de petits. Ce qu'on peut voir aussi là dans ce que tu me dis, c'est est-ce que ça a été difficile pour toi d'apprendre à faire du vélo, par exemple, ou à conduire, parce que dans ce réflexe de latéralité, en fait, pour tester ce réflexe-là, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Je demande à l'enfant de se mettre debout et de mettre les bras en avant comme s'il faisait un peu le zombie. Mhm. Et moi, je vais venir tourner sa tête de droite à gauche. Et si son réflexe est bien intégré, il tournera sa tête sans problème. Si son réflexe est pas bien intégré, ça va faire comme une petite grue. Il y a les bras qui vont tourner en même temps que la tête. Et ça, on a beau le dire avant, je vais regarder ça. Quand c'est pas bien intégré, ça tourne. On peut pas lutter. Et donc, typiquement, ces enfants-là, quand ils apprennent à faire du vélo, on leur dit, on va tourner à gauche, ils tournent la tête, ils tournent les bras avec. Donc, c'est toujours difficile. Soit ils tombent, soit on hurle parce que c'est hyper dangereux si c'est sur la route. Et voilà. Donc, ça va faire des difficultés. Ça peut aussi être un élément, on se dit, c'est pas vrai, il arrive toujours pas à faire du vélo, ou on sent que c'est vraiment compliqué, il tombe beaucoup, il regarde rien, il fait n'importe quoi. Ça peut être pareil, des petits éléments qui mettent la puce à l'oreille. Et typiquement, dans les chorégraphies, du coup, moi, je travaille beaucoup avec les enfants sur ces problématiques de latéralité. Les chorégraphies, ça revient souvent. Quand je leur demande, je les entraîne à faire juste des mouvements croisés assez simples. C'est à force d'entraînement que ça finit par Ça rentrer, mais finit effectivement. Bon, enfin, écoute, à Et la côté. droite et la gauche, ça, c'est typique, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, à côté de ça, moi j'ai trouvé des moyens mnémotechniques. Maintenant, à peu près, je m'en sors à peu près pour savoir. Parce que c'est en fait, finalement, ça va assez loin quand tu connais pas ta droite et ta gauche. Parce que moi, ça vient même jusqu'à ne pas savoir de quel côté faut mettre le couteau et la fourchette. Tu vois, donc si par exemple,
Il y en a une que j'appelle Sophie, mais en fait, elle s'appelle Charlotte. Tu peux être sûr que jusqu'à la fin de ses jours, je l'appellerai toujours Charlotte, alors que c'était Sophie. Et en fait, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Mon mari s'énerve quand il y a deux brosses à dents, une violette, une rose, et que lui, c'est la violette, moi, la rose. Bah, tu peux être sûr que j'ai les deux brosses à dents devant moi. Je suis sûre de me tromper. En fait, tu vois, donc il y a plein de petites choses. Ouais. Mais bon, écoute, je me fais des petits moyens mnémotechniques pour m'en souvenir. Mais en tous les cas, je trouve que c'est hyper intéressant. Écoute, en tout cas, sache que tu peux toujours, et là pour le coup, ça va, c'est assez rapide les exercices d'intégration, ça va pas durer des années, hein, donc ça C'est peut valoir drôle. le coup si tu veux te tranquilliser un peu, même à partir de maintenant, c'est Ouais, faisable. pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Mais alors, du coup, concrètement, là, tu t'as donné déjà plein de pistes de regarder comment réintégrer les choses. Tu travailles sur la motivation de l'enfant, donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais comment est-ce qu'on fait pour les réintégrer, tous ces réflexes archaïques? Alors pour les réintégrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe vraiment par le mouvement. On va soit faire des petites activités qui rappellent les mouvements in utero, les mouvements que le bébé avait in utero. Et justement, c'est pour ça que quand une maman est immobilisée, bah, il n'y a pas ces petits mouvements de bercement un petit peu hein, qui viennent réintégrer les réflexes. Donc ça va être des mouvements assez doux de bercement, qui soit passif, soit c'est moi qui fais faire les mouvements à l'enfant, soit c'est l'enfant lui-même, je lui montre et qui va réussir à les faire, qui va venir stimuler tout le système vestibulaire et réintégrer les réflexes par ces petits mouvements, soit par des activités, soit par des petits massages avec des pressions très légères aussi, stimuler à certains endroits précis qui viennent réintégrer les réflexes au niveau du corps à chaque fois, hein, sur les côtés, dans les pieds, etc. Et puis aussi par des petites activités beaucoup plus ludiques, parce que pour les enfants, il faut toujours, je leur propose beaucoup d'activités pour qu'ils aient envie de les refaire, en fait, parce qu'après, je leur propose des activités, par exemple, avec des sacs de grains, on fait des petits jeux pour lancer des sacs, et justement, sur tout ce qui est latéralité, on fait beaucoup travailler les mouvements croisés, passer au-dessus de la tête, etc. Et puis, j'ai toujours un petit en dernier exercice dans mon cabinet, selon les réflexes à intégrer, j'ai toujours un petit skateboard et ils finissent. Alors, c'est pas un skateboard sur lequel on est debout, mais je leur fais faire des petits jeux sur un skateboard et ça leur plaît beaucoup aussi. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est le mouvement et la répétition. On apprend par le mouvement et par la répétition dans le corps. Donc, il faut que les activités qu'on a vues pendant la séance soient refaites à la maison, pas plus de 5 minutes. Alors, l'idéal, c'est 5 minutes par jour, mais 5 minutes en tout. Moi, je leur montre beaucoup d'exercices et ensuite, ils piochent dans ceux qu'on a vus, ceux qu'ils aiment le plus, parce qu'encore une fois, il faut qu'ils aient envie de les faire. S'ils n'ont pas envie, ça ne marchera pas. Enfin, ça va être la plaie pour tout le monde. Souvent, c'est les enfants qui viennent ont déjà des accompagnements, soit chez l'orthophoniste, le psychomote, le graphothérapeute. Donc, on ne va pas venir rajouter encore des contraintes aux familles. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de simple et qui s'ancre dans le quotidien sans que ce soit une contrainte, parce qu'il y a déjà tellement de contraintes, même rien qu'avec les devoirs, hein, même ceux qui n'ont pas d'accompagnement à côté, mais rien qu'avec l'école, plus le rythme des parents. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui colle à la vie familiale. Donc, si c'est 5 minutes par jour, si c'est pas tous les jours, si c'est tous les 2 jours ou tous les 3 jours, c'est OK. Mais il faut que ce soit fait de manière régulière pour que le réflexe puisse s'intégrer. Donc, je leur propose des différentes petites activités et qu'ils peuvent refaire soit avec leurs parents, soit seuls. Quand le parent me dit, bah, en fait, moi, c'est pas du tout possible dans mon emploi du temps, je peux pas prendre 5 minutes pour ça. Donc, trouver ce que l'enfant peut faire seul. Et puis, quand c'est le week-end ou le mercredi, quand le parent peut aider, ce qu'il peut faire avec son parent. Voilà. Ouais, c'est juste hyper intéressant. Et du coup, en fait, les accompagnements, c'est aller à peu près à partir de 6 ans, ou ça peut être même plus tôt. Non, non, ça peut même être avec des bébés, hein. Quand Ça on, peut quand être on avec voit, des... ouais, par exemple, un bébé, on voit qu'il a, même un enfant, avant qu'il commence à marcher, il n'arrive pas à marcher parce qu'il est toujours sur la pointe des pieds, par exemple. Bah, on va l'aider à repositionner bien ses pieds pour lui favoriser le développement de la marche. Un bébé qui va avoir des problèmes de succion aussi, enfin, des bébés, ça peut marcher, hein, il y a pas d'âge pour les réflexes. Mhm, mhm. Après, moi, je travaille plus avec les enfants de 3 à 12 ans parce que c'est plus mon cœur de cible pour l'instant, mais de la naissance à la mort. Ok, génial. Moi, c'est vraiment, non, non, c'est juste passionnant. Juste passionnant. Et puis, je trouve que c'est un bon complément avec
d'autres spécialistes finalement. Puis j'imagine que, en plus ça, j'ai l'impression que ça doit atténuer aussi tous les dysfonctionnements, tous les dys comme on les appelle. Alors ça vient les aider. Après, quand il y a des diagnostics qui sont posés, ça va pas faire disparaître un trouble. Quand ce sont des vrais diagnostics, ça vient vraiment les aider. Mais ça, effectivement, ça peut venir atténuer, mais en tout cas, ça fera pas disparaître un trouble. Mais ça peut venir les aider dans leur quotidien. Et effectivement, tu disais, c'est complémentaire. Moi, je travaille beaucoup donc avec les graphothérapeutes, avec les orthophonistes, et c'est vraiment en complémentarité. À chaque fois, on voit que quand on travaille sur les réflexes, l'accompagnement derrière avec les graphothérapeutes ou les orthophonistes est beaucoup plus rapide. Les résultats sont bien meilleurs parce que du coup, on sera venu travailler ce qui bloquait un petit peu. Et donc, du coup, ça vient tout débloquer. Et ensuite, derrière, l'accompagnement se fait beaucoup mieux. Donc, je travaille vraiment moi, avec plusieurs autres spécialistes et c'est hyper intéressant. Tout à fait, c'est clair, c'est clair. Allez, je change de regard. Merci beaucoup. Écoute, pour toutes ces explications, on va passer à la deuxième partie de notre podcast. Première question, Valentine, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Alors, ce qui me rend heureuse dans mon quotidien, dans le côté professionnel, c'est vraiment quand il y a des familles qui viennent me voir, effectivement, qui ont une problématique, que ce soit au niveau des réflexes ou au niveau de relationnel dans la famille ou autre, bah, c'est d'avoir ces retours des familles qui me disent « Oh là là, mais ça va tellement mieux maintenant et on vit bien, tout roule. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de me nourrir profondément, d'avoir ces retours positifs des familles ou des enfants qui étaient voilà, qui étaient vraiment gênés, hein, c'est ce que tu disais, ce caillou dans cette chaussure et quand on enlève ce caillou ou quand on le rend beaucoup plus petit, d'avoir ces enfants qui viennent me voir à la fin de la séance pour me faire un gros câlin en me disant merci, bon bah ça fait du On bien. sait pourquoi on se lève le matin, hein. Ouais. Et d'un point de vue personnel? Et d'un point de vue personnel, voilà, tu disais, moi j'ai 3 enfants, ils sont encore petits et donc c'est vraiment tous ces petits échanges qu'on peut avoir ensemble, tu vois, quand ma dernière me prend avec ses petites mains prend mon visage dans ses mains et voilà, juste sentir ses paumes de main sur mon visage ou avant de s'endormir quand ils disent juste un je t'aime maman, voilà, tout ça c'est des petits détails agréables de la vie Deuxième question, Valentine, une valeur humaine qui te rend heureuse? Alors, une valeur humaine qui me rend heureuse, moi, ce serait vraiment le fait d'agir dans l'objectif de viser le bonheur de l'autre et non pas de faire quelque chose qui nous concerne en premier. Agir, ouais, pour le bonheur de l'autre, avec son questionnement derrière, c'est qu'est-ce qu'il aime et non pas qu'est-ce que je pense qu'il aime. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment se mettre à la place de l'autre, mais sans plaquer sur lui ce qu'on voudrait ou ce qu'on espère ou ce qu'on aimerait qu'il aime ou qu'il ait envie et se dire bon bah tiens je vais faire ça parce que ça nous fera plaisir à tous les deux. Vraiment agir dans le bonheur, dans l'objectif principal De faire plaisir à l'autre, d'accord. Une forme de générosité empathique. en quelque sorte, ouais. Troisième question, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Pas évident parce que d'une manière très bateau, en pensant à cette question, je me dis bah c'est mon mariage et la naissance de mes enfants, tu vois, mais c'est vraiment basique comme réponse, mais je cherche d'autres les événements les plus heureux dans mes pensées, c'est vraiment ceux-là. Après, il y a plein d'événements qui me rendent super heureuse et typiquement, là, on était en vacances la semaine dernière et on a eu un moment, un énorme fou rire avec les enfants et ça, c'est aussi un truc qui me rend hyper heureuse, c'est de partager ces moments de joie avec eux, qui sont pas calculés, qui sont pas planifiés, qui sont pas organisés on était en pyjama avant d'aller se coucher et d'un coup, je sais plus, hein, il y en a un qui a dit je sais plus quoi et on s'est tous mis à éclater de rire et ça, typiquement, ouais, ça peut être un Ouais, moment c'est des moments qu'on n'oublie pas, ceux-là. Il faut se les rappeler. On Mmh. oublie trop souvent de se les rappeler, ces moments. Mmh. Et notre quatrième question, quel est ton secret pour être heureuse? Celui-là, il est pas mal. J'essaye de me l'appliquer vraiment au quotidien. C'est vraiment chasser les pensées profiter des moments, justement, typiquement ce petit moment de fou rire et chasser les pensées qui me disent attends, il y a encore tout ça à faire, ça va s'arrêter ou ça va pas durer ou
Donc vraiment juste profiter pleinement de l'instant présent et du moment où ça se présente et chasser toutes ces pensées négatives qui viennent ou négatives ou rationnelles. Rationnel, moi, t'as tellement raison, hein. C'est d'ailleurs une des clés du bonheur, hein. N'oublions pas quand même que malgré tout, ça, nos auditeurs le savent par cœur, parce que je le répète bien souvent, 80% de nos pensées sont négatives, hein, ne l'oublions pas. Et 80% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Donc, waouh! On s'en raconte des choses dans la tête, pas forcément hyper positives. Une chose est certaine, c'est que on peut arriver à modifier les choses justement grâce au fait d'attraper toutes ces pensées positives qui nous viennent, tous ces petits événements positifs du quotidien et s'en rappeler. Et ça fait vraiment la différence. Et hop, je me lance. Valentine, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? 3 synonymes de bonheur, je dirais déjà être à l'écoute de soi et de l'autre. Et puis, bien sûr, la joie, le bien-être et le lien, quoi. Enfin, ça rejoint être à l'écoute de soi et de l'autre, mais être en lien avec les autres, avec soi, favoriser la relation. Bah, tu pourrais travailler chez 2 minutes de bonheur, hein. C'est notre credo, ça, de travailler le lien. Important, tellement important. Alors, donc, tu me disais, tu me rappelles les 3 alors? Lien, joie, bien-être. Lien, joie et bien-être. Super. Et notre dernière question. En 2 minutes, qu'est-ce que tu auras envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Et ben, pour rester dans cette histoire de lien, du coup, privilégier toujours la relation. Et pour ça, moi, ce que j'aime bien faire avec mes enfants, c'est vraiment leur partager, qu'on partage tous une chose qui était bien dans notre journée et terminer sur ça. Et même si ça a été compliqué en rentrant de l'école, même si il y a, je sais pas, il y a eu une mauvaise note, il y a un mot dans le carnet, il y a eu des disputes et où ils se sont disputés entre eux et ça a fait un peu monter la sauce. Bah, terminer la journée vraiment en se disant bah, qu'est-ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a rendu heureux dans ma journée aujourd'hui. Et on partage tous un moment de bonheur de notre journée et pour finir de manière positive et laisser de côté les parasites de la journée. Et puis, Ouais, bien sûr, sortir, bouger, aller dehors, profiter de la nature et ouais, d'être bon, ensemble. ça fait toujours du bien. Ça fait Mm. toujours bien, du bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de notre interview. Écoute, on a l'habitude de la terminer toujours par une petite mousse. Donc, la petite mousse, c'est une citation plutôt inspirante. Alors, écoute, au regard de ce que nous avons échangé, j'en ai trouvé qui vient d'une femme que j'apprécie particulièrement, d'abord pour son audace, mais aussi pour tout ce qu'elle a créé. C'est Maria Montessori. Et elle dit, libérez le potentiel de l'enfant et vous lui donnerez sa place dans le monde. Ce que j'essaye de faire tous les jours, effectivement, ouais, en les accompagnant et en leur donnant ces possibilités de se libérer, de Exactement. pas rester Exact. enfermés Mhm. dans leur Et de temps en temps, effectivement, on a des petits cailloux dans la chaussure et ceux-là, grâce à toi, on peut arriver à les atténuer ou voire même les enlever. En tous les cas, au moins les atténuer. Donc, ça vaut le coup. Je trouve que merci beaucoup d'être venue au micro de Bulle de Bonheur, Valentine. Véritablement, je trouve que c'est passionnant tout ce que tu nous as changé autour des réflexes archaïques. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler sur ce domaine-là? Bah, j'ai découvert ça un petit peu par hasard pendant que je me formais justement à l'accompagnement parental. Et un peu comme tu le disais, alors moi, c'était pas des problèmes de latéralité, mais en premier jour de formation, là, tout ce que j'entendais, je me disais, mais c'est pas possible. Soit soit je voyais mes enfants, et je me disais, mais il y a quelque chose à faire. Et en fait, ça a vraiment été un effet boule de neige où chaque chaque minute qui passait m'ouvrait des nouvelles portes. Et ça a vraiment été sorte de coup de foudre avec cette découverte. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'est pas proposé dans les accompagnements dès la naissance? En fait, avec les rendez-vous pédiatriques, on réintègre aussi les réflexes en même temps. Et ça permettrait tellement à tellement d'enfants de se sentir mieux, mais pas que à l'école, hein, principalement à l'école parce qu'ils y passent beaucoup de temps, mais juste se sentir mieux dans leur basket. Et donc, ça m'a passionnée et je me suis dit, il faut y aller, Il faut y aller. Ah bah, absolument. Je trouve que vous êtes nombreux à être formés en France sur cette thématique-là. Alors en France, on n'est pas encore très nombreux, on est de plus en plus parce que il commence à y avoir plusieurs études qui montrent, qui sont en cours ou publiées, qui montrent que l'intégration des réflexes peut avoir un impact sur les apprentissages et sur le bien-être des enfants. Donc ça commence à se démocratiser de plus en plus. Mais comme c'est une profession qui n'est pas reconnue par l'État, parce qu'on n'est pas dans le soin, c'est vraiment un accompagnement. C'est en cours
de développement, on va dire. Tout J'en à ai fait. de plus en De plus en plus nombreux. Super. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas, à vous tous qui nous écoutez, à aller rejoindre Valentine Brugère, soit sur son site, donc valentinebrugère.fr, ou soit sur son compte Instagram, valentine.brugère.parentalité. Et quoi qu'il arrive, hein, on cross-postera au moment de la sortie sur notre compte Insta 2 minutes de bonheur. Merci beaucoup, Valentine, de tous ces moments échangés. Et puis, bonne continuation, puis bonne rééducation à tous ces enfants à qui tu offres vraiment une possibilité de libérer tout leur potentiel. Merci, Raphaël. À bientôt. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.